Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonjour. Selon Al-Watan, le président Bouteflika aurait donc ordonné le gel immédiat de la prospection expérimentale du gaz de schiste. Pour une fois, on ne fera pas de commentaires sur la capacité du président à pouvoir décider ou non de quoi que ce soit. On ne cherchera donc pas à savoir qui a vraiment pris cette décision. Qu'importe. Nous nous contenterons donc de prendre acte, puisque cette décision, quels que soient les tenants et les aboutissants, semble vouloir mettre fin à une aventure mortifère pour l'avenir de la nation. Mais, plus encore, elle est une reconnaissance magistrale pour la mobilisation et la maturité admirable de nos compatriotes du Sahara. Bravo donc, Anes Sahara et tout particulièrement Anes Ain Salah, qui ont pu, de façon pacifique et déterminée, faire reculer le régime et les commanditaires qui lui ont imposé cette feuille de route de la prospection expérimentale du gaz de schiste. Mais il n'en demeure pas moins que des questions lancinantes nous taraudent l'esprit, comme on dit. Qu'est-ce qui s'est passé au cœur du régime? Pourquoi c'est l'aile qui se montrait particulièrement offensif et qui affirmait que ce projet irait à son terme, quelles que soient les résistances, on arrive subitement à publier sur sa page Facebook des professions de foi qu'on ne lui connaissait pas en l'occurrence, et sur le sujet. Ainsi, par exemple, il écrit « L'exploitation du gaz de schiste n'est pas à l'ordre du jour du gouvernement. » Tiens donc, avant de préciser que de toute façon, des études d'impact sur l'environnement seraient entreprises avant tout lancement de projet. En fait, nous savions déjà que la politique algérienne consiste surtout à savoir manier le retournement de Kazakh, mais là, en l'occurrence, c'est du 180 degrés. Celle-là est passée du déni méprisant en affirmant que les produits chimiques concernés étaient inoffensifs puisqu'ils servaient même à la fabrication des couches bébés, à une attitude diamétralement opposée, voire même responsable, pour une fois, ce qui est tout à fait inusité, voire tout à fait incroyable pour un personnage qui nous avait habitués à dire tout et n'importe quoi, sauf ce qui est censé, sauf ce qui est responsable justement. Et là, paf, nous voici face à un Premier ministre qui dit le contraire des énormités qu'il débitait la veille, qui nie absolument que l'exploitation du gaz de schiste ait jamais été à l'ordre du jour et qui pousse le sens de la responsabilité jusqu'à évoquer des études d'impact sur l'environnement. En fait, celle-là vient juste de déclarer ce que les populations du Sahara ne faisaient que répéter. Et en passant, il donne un camouflet cinglant à son ministre de l'Énergie qui n'en démordait pas et qui en arrivait jusqu'à traiter les contestataires d'agents de l'étranger qui ne veulent pas de bien à l'Algérie et qui n'avaient comme objectif que de déstabiliser le pays. Donc, si la décision de gel se confirme, si le président Bouteflika l'a bel et bien ordonné, le président Bouteflika serait donc concerné par les graves accusations du ministre de l'Énergie. Donc, si ce ministre est conséquent avec lui-même, Bouteflika, s'il a mis fin à cette affaire du gaz de schiste, devient donc un agent de l'étranger qui ne veut pas de bien pour le pays et qui fait tout pour le déstabiliser. Logique, non? N'a-t-il pas dit cela de ceux qui n'ont en fait que demander le gel des opérations et un moratoire sur la fracturation hydraulique? Aujourd'hui, à Al-Watan, la présidence aurait décidé le gel du dossier gaz de schiste. Nuit de doute à Ain Salah. France 24, Algérie, le gaz de schiste aggrave la fracture entre population et gouvernement. TSA, gaz de schiste et chute des prix du pétrole, celle-là va s'exprimer ce soir. Avec nous aujourd'hui, mon collègue Mohamed Joudi, que je reçois avec plaisir, et Soufiane Gilali, président de Gil Jadid. Soufiane Gilali, merci d'avoir accepté notre invitation.
C'est moi qui vous remercie, c'est un plaisir. Merci. Alors, vous revenez, on en a parlé la dernière fois où je vous avais invité. Vous étiez au sud, à Ain Salah, à Drar, je crois, et vous en revenez. Dites-nous un peu quel a été votre sentiment en rencontrant nos compatriotes du Sahara. Écoutez, j'étais parti, je voulais confirmer de mes propres yeux ce qui se passait, ce que disait la presse. Je voulais aussi présenter mon soutien directement aux concernés. Il fallait que je sois sur Ain Salah et donc à vivre ce moment-là avec mes concitoyens qui, eux, étaient dans ce combat-là depuis plusieurs jours déjà. Tout d'abord, je dois dire qu'en arrivant à Ain Salah, par la route venant d'Adrar, j'ai été tout d'abord surpris de voir les alentours de Ain Salah très humides et qui signalait la présence d'eau à fleur de sol. C'est une région qui regorge d'eau, de l'eau douce, et qui aurait pu être utilisée dans le cadre de l'investissement agricole, etc. Or, toute la région est inexploitée. Et puis, en arrivant dans la ville elle-même, j'ai été deuxième fois choqué, mais à ce moment-là, négativement, puisque j'ai trouvé une ville désolée, pratiquement détruite, rien qui soit construit, rien de moderne. Tout cela date des années peut-être 50 ans, une chaussée défoncée. En plus, depuis plusieurs jours, ils vivaient une grève. Et donc, la ville, une bourgade en plein milieu du désert, complètement abandonnée. Alors là, la question, comment se fait-il que de cette région-là où l'Algérie, toute l'Algérie, du nord au sud, en vit, soit avec le gaz, soit même avec l'eau, puisque maintenant, Tamanrasset elle-même est pourvue en eau à partir d'Ain Salah, comment se fait-il que cette bourgade-là soit oubliée et qu'elle soit en dehors de l'histoire? Puis, une fois que je suis rentré, je suis arrivé au niveau de la place, on a commencé à parler avec les citoyens, je me suis aperçu d'autre chose. C'est que c'est une population qui est très digne, mais aussi très consciente et qui connaît exactement les enjeux. Ce sont des hommes et des femmes qui étaient là, qui savaient de quoi ils parlaient. Ils suivent de très près les événements, ils savent et reconnaissent chacun selon ses positions. J'ai été interpellé directement, ils savaient exactement à qui ils avaient affaire, et ça c'est tout à leur honneur. Ils savent très bien ce qui se passe. Alors ce qu'ils ont dit, c'était qu'ils s'étaient finalement, au bout de 50 ans, habitués à cette pauvreté. Ils se sont habitués au sous-développement. Mais que, de toute façon, ils ne pouvaient pas accepter qu'on vienne aujourd'hui mettre en danger leur vie, leur santé, celle de leurs enfants et des générations à venir. Ils n'accepteront pas qu'on vienne abîmer leur environnement, même s'il est désertique. Ils ont trop de respect pour cette terre, ils ont trop de respect pour cette région, pour permettre à des prédateurs venus d'ailleurs pour déverser leurs produits chimiques et encore une fois expérimenter dans cette zone-là des produits extrêmement dangereux. N'oubliez pas que c'est une région traumatisée depuis les années 60. Les essais nucléaires. 17 essais nucléaires jusqu'en 1966. Oui. Et qu'ils n'ont pas envie qu'encore une fois, on vienne expérimenter des produits chimiques dans leurs notes d'eau. Tout cela est insensé. Et donc, il fallait qu'on fasse parvenir ce message-là. D'ailleurs, ce matin même, j'ai dû animer une conférence de presse avec M. Saleh Debbout, qui est le président de la Ligue des droits de l'homme, et M. Mehdi Psikri, qui est très engagé dans la lutte contre les gaz de schiste, qui représente la société civile. Et on a défendu le message que nous ont demandé de porter les gens de Ain Salah. Donc, par fidélité à mon engagement, on a convié la presse ce matin, on en a parlé très longuement des conséquences de ces décisions. Alors, que pensez-vous de cette information parue sur Al-Watan du gel supposé, Al-Watan l'a annoncé au conditionnel, que Bouteflika aurait gelé cette exploration expérimentale et que ce sera M. Hamel qui sera chargé d'annoncer la nouvelle, à moins que Sellel ne l'annonce lui-même ce soir lors d'une
Oui, je vous en C'est prie. ça. Il semblerait que la radio nationale ait annoncé une intervention en soirée de M. Sellel pour confirmer le gel. Mais on ne sait pas. Il faut se méfier de ce pouvoir. Ils peuvent très bien, par exemple, geler toute activité de recherche dans le périmètre de Ain Saleh pour calmer la population d'Ain Saleh, mais continuer ailleurs, à Timimoun ou à Tindouf. Il s'agit pour nous et pour tous ceux qui sont là pour défendre l'Algérie et les intérêts supérieurs de l'Algérie, il faut que cette exploitation s'arrête totalement, sans louvoiement. Il faut que ça soit clair et net, qu'il y ait un arrêt définitif et quitte à revoir la loi de 2013 qui a autorisé l'exploitation de ces gaz de schiste aux multinationales. Restez avec nous, Soufiane Gilali. Mohamed Joudi, Soufiane Gilali vient de nous dire qu'il serait possible que ce soit une sorte de ruse. Ils vont arrêter à Ain Saleh, mais ils vont exploiter ailleurs. Est-ce que ça n'aurait pas de répercussions sur les nappes profondes et phréatiques? Est-ce que le fait de creuser ailleurs, est-ce que ça serait moins dangereux? Est-ce que... il faut dire que le gaz de schiste il est dénommé par les spécialistes comme étant un trésor toxique. C'est-à-dire quand on entame la procédure utilisant la fracturation hydraulique, il faut comprendre qu'il y a des millions de litres d'eau qui sont utilisés où on ajoute au moins 200 substances nocives et cancérigènes. Donc, des produits chimiques. Bien sûr, c'est ces substances très nocives qui donnent des maladies. On peut citer beaucoup parce que... Par exemple, dans le domaine de la toxicologie, il y a un grand chapitre, la toxicité par les métaux lourds tels que le plomb, l'arsenic, le radium, le méthylène, le benzène. Il y a, toutes ces substances donnent des maladies et en même temps, par exemple, si vous donne seulement le plomb qui est le métal qui cause le plus d'empoisonnement, ces symptômes de toxicité sont nombreux. Douleurs abdominales, hypertension, problèmes rénaux, perte d'appétit, fatigue, insomnie, hallucinations, les migraines, les tremblements, les arthrites, les vertiges, les retards mentaux. Ça, c'est l'effet de l'arsenic. Nous allons voir sur le... Je demande au soutien technique de laisser ces photos. Ces photos, les symptômes... qu'on voit en background. Les symptômes, c'est les symptômes d'une exposition chronique à l'arsenic qui donne des sensations, c'est-à-dire des modifications nerveuses sensationnelles, surtout le système nerveux. Il donne des neuropathies. Il y a des changements au niveau de la peau de l'individu. Il donne aussi des cancers hématologiques. Il y a beaucoup de maladies que le plomb, ça on a cité juste deux. Et en même temps, j'ai un témoignage d'un chercheur qui est ingénieur chimiste sur les métaux lourds, selon M. André Picotte, qui a fait des recherches. Il a fait que les métaux lourds peuvent bloquer l'action de nombreuses enzymes métaboliques telles que les enzymes delta 4, 5, 6 qui interviennent dans la transformation des huiles et des graisses en acides gras. Donc, elles agissent directement sur ces enzymes, ces métaux lourds, et elles agissent sur les cellules des nerfs de la rétine, des cerveaux, des neurotransmetteurs et donnent des maladies cardiaques, la schizophrénie, la dépression et en même temps de divers cancers. C'est-à-dire, on a cité juste 3 métaux. On voit toutes les maladies, les cancers, ils touchent le cardiaque, ils touchent la peau, ils touchent le système nerveux, ils touchent le système respiratoire. Donc ça seulement sur l'état humain. Oui, on parle de l'environnement. L'environnement, l'état végétal, l'état animal, la pollution de l'environnement, c'est une méthode déterminante. Mohamed, oui. On dit que l'exploitation de l'eau, l'utilisation de l'eau, la fracturation, c'est des quantités énormes. C'est des millions de litres. Des millions de litres par puits. Bien sûr. C'est-à-dire c'est l'équivalent de 3 piscines olympiques. C'est l'équivalent de 3 piscines. Et il y a l'expérience du Canada. Le Canada, afin d'extraire 30 milliards de mètres cubes, c'est-à-dire de gaz de schiste par année, il faut 22 000 puits. 22 000 puits. Donc, nous c'est 35 000 qui sont prévus. 35 000. 22 000 puits, ça c'est pour extraire juste 30 milliards de mètres. Donc, est-ce qu'on peut donner, c'est-à-dire donner la réassurance
qu'on ne va pas toucher ces nappes phréatiques ou ces nappes albières Ben justement, avec des milliers de puits. Mais la question que je vais vous poser, Oui. aux États-Unis, au Canada par exemple, Oui. quand ils utilisent toutes ces eaux mélangées à des produits chimiques, après, qu'est-ce qu'ils font? Ils recyclent, ils ont les moyens de recycler une partie, parce qu'ils ont des fleuves, qu'ils évacuent via les fleuves vers l'océan, qu'ils jettent en eau profonde, très très loin, à des centaines de kilomètres. Mais le problème, c'est qu'au sud, au Sahara, il n'y a pas d'oued. Il n'y a pas d'oued. Qu'est-ce qu'ils vont faire de cette eau polluée? Mais avec cette technique au Canada et en Amérique, ils ont utilisé les fleuves, ils ont utilisé d'autres moyens, mais toujours il y a des témoignages. Mrs. Tami qui dit l'eau est devenue grise, c'est-à-dire l'eau est combinée avec ces substances toxiques. Elle dit, c'est-à-dire qu'ailleurs, les gens un peu plus loin de cette région où ils ont commencé à faire ces puits-là, les gens se plaignaient d'infections pulmonaires, de plaques qui apparaissent sur la peau, de cancer en os, de maux de tête permanents et d'asthme. Il y a des organisations, même avec tous ces moyens, on voit qu'il y a des risques. Alors, donc, le risque peut augmenter de plus sharp, c'est-à-dire en Algérie. Alors, ici, sur cette photo de background, on voit quelqu'un aux États-Unis ou au Canada. La Pennsylvanie, c'est-à-dire quand ils ont commencé le projet. Ils nous montrent de l'eau, ça. À un certain moment, ils allaient au robinet, c'est-à-dire pour prendre de l'eau, la couleur de l'eau est changée. Il y a des bulles qui indiquent qu'il y a la présence de méthane ou du gaz méthylène ou l'éthanol. Quand on fait, c'est-à-dire du feu, tu vois. Même l'eau, elle s'enflamme. Elle s'enflamme parce qu'il y a la présence de méthane. Donc, même les spécialistes, moi j'ai entendu beaucoup de spécialistes qui travaillent à Total, ils n'éliminent pas le risque. Ils disent que les risques... Logiquement, quand on crée ces puits, des milliers de puits, ça veut dire qu'il y a une probabilité qu'il y aurait des problèmes. Mais le problème, ce régime, c'est cela. Il sait cela d'autant plus qu'en France, la France qui est en train de demander à l'Algérie de creuser ses puits, en France, la France a décidé de ne pas exploiter même ces projets, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de commencer en Roumanie, en Argentine, en Allemagne, parce que par le biais des associations, les gens qui bougeaient, ils ont stoppé ça. Mais toujours est-il, quand il y a ces projets, on pose la question qui profite de ces projets? Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de projets à l'échelle internationale qui donnent la nocivité pour les gens. Les gens sortent, les associations sortent et manifestent. Qu'est-ce qui se passe? Après des années, les gens qui décidaient de faire ces projets disent « Oh, on a commis des erreurs, on a fait... » Lorsque le mal est fait. Mais les erreurs, elles sont là, mais les intérêts... Ils sont sauf et classifiés. Oui. Donc, c'est les intérêts de certains gens à certains pouvoirs. Ils ignorent les populations. Les gens qui sortent à un Salah maintenant et au niveau du Sud, c'est des gens, ils ont fait des enquêtes, ils ont étudié la médaille. C'est-à-dire, c'est pas logique s'ils sortent comme ça, ils n'aiment pas leur pays, c'est-à-dire son contre. Des agents de l'étranger. Si c'était quelque chose de logique, déstabiliser c'est quelque chose qui va reporter, ils ne vont pas faire ça. Bien sûr. C'est très logique. Nous allons demander à Soufiane Djilali. Soufiane Djilali, Finalement, on aura remarqué quelque chose dans cette grande mobilisation des populations du Sud, du Sahara. Elles se sont mobilisées toutes seules. Leurs compatriotes du Nord ne les ont pas suivies et ne les ont pas soutenues. En réalité, ils ont très bien suivi et ils soutiennent. La plus grande partie de la population, même au Nord, est également consciente de ces difficultés. Mais il faut savoir qu'on ne peut pas bouger au Nord. Il y a eu une tentative de sortie à la Grande Poste. Au bout de 5 secondes, les fourgons de police étaient là et ont ramassé tout le monde. Donc c'est très difficile pour exprimer une solidarité agissante. Mais le message, le fait que les gens du Nord soient partis à N'Faleh, même si on était très peu, mais signifie aussi qu'il y a une conscience citoyenne. Non mais Soufiane Djilali, je n'en disconviens pas qu'il y a une conscience citoyenne, qu'il y a que les gens s'inquiètent, qu'ils parlent dans les réseaux sociaux, dans leurs quartiers, dans les cafés, mais il n'y a pas eu de mobilisation citoyenne pour soutenir les gens du Sud.
Vous savez, lorsqu'on a imposé un 17 avril un homme malade sur un fauteuil roulant comme président de la République et que les gens n'ont pas pu sortir, c'est qu'il y a un problème dans la mobilisation. Absolument. Ils sont conscients que nous sommes dans une situation absolument exceptionnelle, anormale, c'est ubuesque. Mais que voulez-vous après des années d'un régime extrêmement dur qui a tout détruit sur son passage, qui a corrompu de larges parties de ce qui aurait pu être une classe politique, une classe de société civile. C'est cela le résultat. M. Bouteflika n'a pas réussi seulement à désarticuler l'économie algérienne, mais il a désagrégé la société algérienne. En faisant la politique de la cigale pendant 15 ans, en distribuant à tout va les deniers de la République, alors qu'on aurait dû depuis 15 ans faire la politique de la fourmi, c'est-à-dire reconstruire le pays. Si vous permettez. Oui, je vous en prie, allez-y. La question fondamentale est que lorsqu'on ouvre le dossier des gaz de schiste, toutes les parties sont négatives. Regardons très rapidement en quelques mots. Économiquement, ils ne promettent que de créer à peu près 50 000 emplois. On n'investit pas 70 milliards de dollars pour créer 50 000 emplois, c'est ridicule. Sur le plan financier, il n'y a pas de retour. On parle de 1 dollar de gagné sur 6 investis. Bien entendu, ça c'est ce qu'on espère, mais en réalité, ça sera 15 ou 20 investis pour peut-être même pas 1 dollar de retour. Ce n'est pas gagnable sur le plan technologique. On ne maîtrise rien du tout. On ne gagne pas sur le plan social, puisque la ville de Ain Saleh, comme toutes les autres, sont abandonnées. On ne gagne sur aucun tableau, ni même pas politiquement. Alors, qu'est-ce qui motive cette façon de faire? Pourquoi cette hystérie, cet enragement? D'ailleurs, le pouvoir est en train de lâcher les derniers porte-voix. On a vu hier Mme Louisa Hanoun dire que le peuple n'a pas le droit à la parole et que c'est l'État qui doit décider et les citoyens doivent se taire. Elle a joué le mauvais quart d'heure, la pauvre. Elle ne savait pas que le président allait geler. Mais sinon, Soufiane Djellali, une question, je vous demanderai de me répondre assez brièvement parce que nous n'avons plus beaucoup de temps. Selon vous, d'après vous, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du régime pour qu'il y ait ce revirement, si un tel revirement se confirme? Je crois que c'est l'évidence. Il y a un effondrement du pouvoir politique. Plus aucun membre du gouvernement, Premier ministre, ministre, wali, élus ne peuvent aller à Ain Saleh ou ailleurs affronter la population. Il a fallu déléguer le DGSN lui-même pour aller mais à l'aéroport, qui ne pouvait même pas aller à Ain Saleh pour parler aux citoyens. C'est l'effondrement de la crédibilité et l'effondrement de la légitimité du pouvoir de M. Bouteflika, c'est ça la vérité. Donc aujourd'hui, ils vont essayer de récupérer en faisant croire que le président est attentif à la demande des citoyens. La réalité est que M. Bouteflika est complètement absent et qu'il y a une vacance de pouvoir et que ce sont les sbires autour de lui qui gèrent le pays. Merci Soufiane Djellali, en espérant vous revoir bientôt, mais restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Mohamed Joudi, les gens du Sud parlent d'un moratoire. Les gens du Sud, attention, ils n'ont pas dit non, on ne veut pas de ce gaz de schiste. Ils ont dit non, nous on est des gens sages. Nous on veut un moratoire. On veut discuter, un débat public, un large débat public avec nos ingénieurs, avec les gens du Sud, avec nos experts. Et là, on va voir que c'est vraiment funeste, que c'est vraiment nocif, et on décidera à ce moment de ne pas faire ça. À votre avis? Ça, c'est les conséquences de l'inhibition d'une volonté politique en Algérie. Normalement, quand il y a des projets comme ça, il faut consulter les peuples, organiser des débats à l'échelle même des médias, TV, tout ça. Donc, il y a des experts dans le domaine. C'est pas celle-là qui peuvent nous donner l'expertise du gaz de schiste, tout ça. Il y a les économistes, les géologistes, les géostratèges et en même temps les écologistes, même les spécialistes dans des domaines médicaux concernant la toxicologie, tout ça. Il faut organiser ça et donner les données. Ce qui se passe maintenant, c'est qu'il y a un groupe, c'est-à-dire qui veulent la recherche facile. Ils essayent de faire ça, c'est-à-dire au-dessous de la table,
ne pas consulter les peuples, ne pas faire présenter les spécialistes qui veulent donner plus d'informations, c'est ça. Maintenant, il y a des pressions sur le plan gelé. C'est-à-dire, quand on dit geler, il faut définir geler. Est-ce que geler pour une certaine période et reprendre, ou éliminer le projet? Les gens maintenant, ils demandent d'éliminer le projet parce qu'il y a d'autres richesses, il y a les énergies renouvelables, c'est-à-dire au lieu d'investir tout cet argent, c'est-à-dire pour intoxiquer l'environnement, pour tuer l'animal, pour tuer, c'est-à-dire le végétal, pour tuer l'être humain, investir au moins pour l'agriculture. Mais on dit que ce régime a une feuille de route d'une puissance étrangère qui souhaite expérimenter la fracturation hydraulique en Algérie et voir les possibilités d'exploitation de ce gaz de schiste par la suite en Algérie alors qu'elle ne l'exploite pas sur son propre sol. Le problème est là, parce que moi j'ai posé la question à Hossein Malti. C'est vrai, c'est juste. Dans le meilleur des cas, quand est-ce qu'ils peuvent commencer l'exploitation? Il m'a dit pas avant 5 ans. Et Malti, il dit aussi que les Américains, c'est le seul pays qui est sur Terre, comparant par rapport aux Européens, aux Asiatiques, qui détiennent cette technologie, c'est-à-dire à haut niveau de fracturation hydraulique. Donc, je suis, c'est-à-dire ce que vous avez dit maintenant, il y a une feuille de route, il y a un agenda qu'il faut suivre, mais ce n'est pas au détriment du peuple algérien, ce n'est pas au détriment de l'Algérie. Et d'après vous, la question que j'ai posée à Soufiane Djellali, comment vous expliquez cette absence de mobilisation du reste des Algériens avec leurs compatriotes du Sahara? Moi, je peux vous dire que le peuple algérien, il suit. Il y a beaucoup de pression, surtout avec la chute des pétroles. C'est pas facile d'organiser des manifestations. Les réseaux sociaux sont utilisés. C'est tout le monde qui est informé. De plus en plus, même au niveau du Sud, il y a des gens qui sortent, il y a des gens qui manifestent, il y a des gens qui sensibilisent. Mais je pense que les gens à l'échelle nationale de l'Algérie sont conscients du problème. S'ils n'étaient pas conscients du problème, le gouvernement qui vient avec cette idée en dernière minute de geler le projet, on peut comprendre qu'il y a des pressions. Il y a des pressions même à l'échelle de certaines personnalités qui comprennent le problème du point de vue écologique et scientifique. Merci beaucoup, Mohamed. Ça veut dire que finalement, ce régime a compris que même s'il n'y a pas eu de réaction au nord, il n'en demeure pas moins que cette formidable capacité de mobilisation de nos compatriotes du Sahara peut faire tache d'huile. C'est le cas de le dire. Merci beaucoup. Merci Soufiane Djellali. Merci Mohamed Jodi. En espérant nous revoir bientôt dans cette émission. Salam alaikum. Khala khair bislama.